Le tennis, on le connaît comme un sport élégant, un sport de silence, de gestes précis, de fair play et de gentleman. Mais derrière cette façade lisse et bien peignée, il y a une réalité bien plus sombre. Derrière les coups gagnants, il y a le dopage, les manipulations, les violences, les trahisons. Des affaires parfois étouffées, mais parfois exposées au grand jour, et toujours choquantes. Des histoires que beaucoup préféreraient oublier, et qui pourtant ont marqué à jamais l'histoire du tennis. Et aujourd'hui, alors que Yannick Sinner, numéro 1 mondial, est suspendu dans une affaire de dopage pour négligence de son entourage, une question dérangeante s'impose. Jusqu'où le tennis est-il prêt à aller pour protéger son image? Et surtout, combien de vérités sont encore cachées derrière ce vernis de responsabilité? Dans cette vidéo, on va revenir sur les plus grands scandales de l'histoire du tennis. Les affaires de dopage qui ont éclaboussé les circuits, les joueurs accusés de tricherie, de manipulation, les violences, les drames, les décisions qui ont fait basculer des carrières. Certaines de ces histoires sont connues, d'autres, beaucoup moins. Mais toutes ont laissé une trace indélébile. Et croyez-moi, vous allez voir que certaines de ces affaires sont bien plus graves qu'un simple mauvais comportement sur le court. Bienvenue dans le côté obscur du tennis. Commençons par explorer ces moments où le court de tennis est devenu le véritable théâtre de scandales. You cannot be serious. Ces mots résonnent encore aujourd'hui dans l'univers du tennis. John McEnroe, avec son tempérament de feu, a marqué l'histoire, non seulement par ses incroyables qualités techniques, mais aussi par ses énormes pétages de plomb sur le court. Dans les années 80, alors que le tennis se voulait un jeu de rigueur et d'élégance, John McEnroe est arrivé et a défié toutes les conventions, en ne mâchant pas ses critiques envers les arbitres et en réagissant de façon explosive à chaque décision qu'il jugeait injuste. Lors de nombreux matchs, ses éclats de colère étaient le reflet d'un joueur en pleine passion, mais en rébellion contre ce qu'il percevait comme un arbitrage injuste. Chaque geste, chaque cri sur le court était une démonstration de sa détermination, mais aussi de sa frustration face à un système qui, selon lui, trahissait le vrai tennis. Mais ce qu'il faut comprendre avec McEnroe, c'est que tous ces excès de colère ont contribué à faire tomber le masque du tennis de gentleman. Parce que malgré ce caractère de chien, McEnroe s'est inscrit dans l'histoire comme l'un des plus grands champions que le tennis ait connu. Et ses colères, bien que spectaculaires, rappellent que le sport peut parfois révéler des passions incontrôlables, ce qui nous expose à une réalité bien plus humaine et complexe qu'un simple sport élégant. Et ça nous permet d'enchaîner avec un match lunaire, dont McEnroe a été l'un des acteurs principaux. 1er septembre 1979 à New York, deuxième tour, avec une affiche aussi prometteuse que sulfureuse. John McEnroe, 20 ans, jeune prodige américain, à la fougue déjà bien connue, face à Ilie Nastase, 33 ans, ancien numéro 1 mondial, star roumaine charismatique, mais surtout un grand expert du chaos. Et à eux deux, ils vont offrir au public un spectacle surréaliste. Pas forcément l'un des plus brillants tennistiquement, mais assurément l'un des plus explosifs de l'histoire du sport. Et dès le départ, le ton est donné. Nastase est là pour jouer un autre match, un match psychologique. Il se met à traîner, à discuter avec l'arbitre, à chambrer McEnroe et ralentit volontairement le jeu. McEnroe, connu pour son sang chaud, commence à s'énerver, à parler, à pester. Mais Nastase, lui, va encore plus loin. Il multiplie les provocations. Il mime des gestes, il s'adresse au public et lève les bras pour l'encourager. Le troll ultime. Il transforme le match en un cirque au point de complètement casser le rythme de l'américain. L'arbitre au centre de tout ça est complètement dépassé et le match devient incontrôlable. Au 4e set, alors que McEnroe mène 2-7 à 1, l'arbitre finit par donner un point de pénalité à Nastase pour comportement antisportif, puis un jeu de pénalité. Mais Nastase s'arrête pas là. Il continue à provoquer, il refuse de jouer, s'assoit même sur sa chaise en mode je bouge plus. L'arbitre, complètement à bout, finit par prendre la décision. Il disqualifie Nastase. Et à ce moment-là, le public explose. Alors on est à New York, et Nastase, malgré son comportement et le fait qu'il joue un américain, a mis le public dans sa poche grâce à son show. Mais il faut aussi savoir qu'à ses débuts, McEnroe était détesté du public, d'où cette physionomie. Les 18 000 spectateurs eurent la décision de l'arbitre, jettent des objets sur le court, commencent à insulter, et l'ambiance devient dangereuse. Tellement dangereuse que la sécurité et la police doivent intervenir. On craint une émeute. Des spectateurs sont à deux doigts d'envahir le court, il faudra plusieurs minutes pour revenir au calme. Et là, scène complètement folle, le directeur du tournoi intervient et décide de faire changer d'arbitre pour reprendre le match. Eh oui, on rappelle Nastase sur le court, on met un nouvel arbitre et le match reprend comme si de rien n'était, sous les huées et les applaudissements d'un public hystérique. McEnroe, totalement perturbé, finit par s'imposer en 4-7. Mais ce qu'on retiendra, c'est pas la victoire. C'est ce moment de chaos absolu, retransmis en direct à la télévision américaine, où l'US Open a failli perdre le contrôle total d'un match professionnel.
Serena Williams, figure emblématique du tennis féminin, a aussi été au cœur de polémiques mémorables, notamment lors de 2 rencontres à l'US Open qui ont suscité un tollé. Demi-finale en 2009 contre Kim Clijsters. Lors de ce match, Serena est dominée par la Belge, et la rencontre s'est terminée dans la stupeur et la controverse. L'Américaine est menée 1-7-0, 6-5, 15-30 sur son service, et une juge de ligne annonce une faute de pied sur une deuxième balle. Une double faute qui donne une balle de match à Clijsters. Mais Serena est furieuse, et elle craque. Elle se rapproche de la juge de ligne et lui hurle dessus en pointant sa raquette vers elle de façon assez menaçante. Choquée, la juge de ligne s'empresse de prévenir l'arbitre de chaise qui à son tour fait venir le superviseur. En l'occurrence, la juge de ligne aurait dit à l'arbitre que Serena a dit quelque chose comme « je vais vous tuer ». Alors on saura jamais vraiment ce qu'elle lui a dit, mais c'était pas une douceur, c'est certain. Et après quelques minutes de discussion, le superviseur attribue un avertissement à Serena pour conduite antisportive. Mais c'est le deuxième avertissement de Serena, ce qui signifie point de pénalité, et donc défaite. Un épisode assez triste pour la championne, mais 9 ans plus tard, rebelote. En 2018, Serena est en finale à l'US Open et vise un 24e majeur pour égaliser Margaret Court. Mais elle affronte la japonaise Naomi Osaka qui joue extrêmement bien et qui la domine. Serena est menée dans le match et l'arbitre lui donne un avertissement pour coaching. Et effectivement, son entraîneur Patrick Mouratoglou est aperçu en train de lui faire un geste depuis les tribunes. Mais Serena n'est pas d'accord, elle nie tout en bloc. Elle dit n'avoir rien vu, elle parle d'injustice et insiste sur le fait qu'elle joue honnêtement. Le ton monte, mais le match continue. Un peu plus tard, frustrée d'avoir perdu un jeu crucial, Serena fracasse sa raquette au sol. Donc là, deuxième sanction logique et point de pénalité. Mais Serena explose. Elle insulte l'arbitre de menteur et de tricheur. Des mots forts, trop forts pour l'arbitre, qui applique le règlement à la lettre et qui inflige à Serena un jeu entier de pénalités pour abus verbal. Osaka, qui menait 4-3, passe directement à 5-3 sans avoir joué un point. Le stade est en ébullition. Les fans hurlent, Serena est en larmes et la finale se termine dans le chaos le plus total, avec Osaka qui ne célèbre même pas sa victoire. Ces incidents ne sont pas de simples débordements émotionnels. Ils remettent en question l'idéal de fair play et la discipline qu'on attend des plus grands champions. Ils montrent que même pour une icône comme Serena Williams, le tennis peut se révéler impitoyable et brutal, confrontant les joueuses à des situations où la passion vient se heurter aux règles strictes. On est le 6 septembre 2020 en 8e de finale à l'US Open. Un tournoi très spécial parce que c'est le premier majeur disputé pendant le Covid. Donc dans une bulle sanitaire ultra stricte, sans public et sans ambiance. Dans cette atmosphère pesante, Djokovic est le grand favori. Il est numéro 1 mondial et invaincu depuis le début de l'année. Nadal et Federer sont forfaits, donc le chemin semble tout tracé pour Djokovic. Mais personne se doute que tout va s'effondrer en une fraction de seconde. 8e de finale, Djokovic affronte Carreño Busta, bon joueur mais largement outsider. Le match est tendu. Djokovic n'arrive pas à dominer et finit par se faire breaker. Il s'énerve et là, tout bascule. Il commet le geste de trop. En regagnant sa chaise, Djokovic sort une balle de sa poche et sans viser ni frapper fort intentionnellement, la renvoie d'un geste agacé vers le fond du court. Mais cette balle heurte directement une juge de ligne en pleine gorge. La femme s'effondre, visiblement sous le choc. Djokovic accourt vers elle, il s'excuse, mais le mal est fait. Djokovic le sait, il vient de signer son arrêt de mort dans le tournoi, mais il tente, malgré tout, d'argumenter pendant de longues minutes, de dire que c'était pas intentionnel. Mais la règle est claire, peu importe l'intention. Si un joueur met en danger un officiel, un ramasseur ou un spectateur, la disqualification est automatique. Et la sentence tombe. Djokovic est disqualifié du tournoi. Une sortie brutale et historique. C'est la première fois de sa carrière qu'il est disqualifié d'un grand chelem. Le monde du tennis est sous le choc. Les réseaux sociaux s'enflamment, certains trouvent la décision trop sévère, et d'autres estiment qu'elle est tout à fait logique et juste, ce qui est bien évidemment le cas. Au-delà de l'incident lui-même, cet épisode a révélé une transformation dans la manière dont le tennis moderne gère les excès et les débordements sur le court. La décision de sanctionner sévèrement un comportement qui, dans d'autres époques, aurait pu être toléré, montre que le tennis cherche à réaffirmer ses valeurs d'autorité et de respect, même si ça signifie exposer les failles de champions, comme Djokovic ou Williams. Donc en sanctionnant Djokovic, le tennis envoie un message fort. Aucune attitude déviante, même de la part des plus grands, ne peut être accepté. Donc vous l'avez compris, le tennis c'est un sport qui rend fou, comme l'a si bien écrit Gilles Simon. Les exemples de pétage de câble sur le court sont très nombreux, mais le tennis cache bien d'autres formes de vices dans son côté sombre. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on vous raconte ce sport à notre manière. Alors si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications de chaque vidéo qui sort. A noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, donc on a mis en place une campagne de financement participatif. Donc si tu souhaites soutenir le projet et soutenir ma deuxième année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un don à la hauteur de tes moyens, le lien du Tipeee est juste en dessous en description. Merci beaucoup.
Dans l'imaginaire collectif, le tennis a longtemps été perçu comme un sport propre. Un sport où les qualités techniques, physiques et mentales priment sur le reste. Mais là encore, la réalité est bien plus trouble. Le dopage a laissé des grosses traces, y compris chez les stars. Petit aparté pour vous renvoyer directement vers cette vidéo si le sujet du dopage vous intéresse, et qui retrace le dopage dans le sport de manière complète, qu'est-ce que le dopage, ses différentes formes, les grosses affaires et bien d'autres choses. On commence avec un monument, André Agassi. Icône des années 90, rockstar du circuit, modèle de longévité. Mais en 2009, coup de tonnerre. Dans son autobiographie Open, Agassi avoue avoir consommé de la méthamphétamine en 97. Une drogue dure alors qu'il était en pleine saison. Pire encore, il reconnaît avoir menti à l'ATP en leur expliquant que c'était un accident, que c'était dans une boisson qu'il croyait sans danger. Finalement, l'ATP l'a cru, donc affaire classée sans suite, et l'incident est resté secret jusqu'à ses aveux, 12 ans plus tard. Alors un silence complice, une organisation qui préfère protéger ses stars plutôt que d'exposer un scandale? Sans doute. Dans tous les cas, l'image irréprochable d'André Agassi s'effondre un peu, et c'est tout le système de contrôle du tennis qui est remis en question. Autre choc, en 2016, Maria Sharapova, 5 fois titrée en Grand Chelem, est contrôlée positive au meldonium, et c'est la première année que ce médicament fait partie des produits interdits. Elle l'utilisait depuis des années pour des problèmes de santé, a-t-elle dit, mais dès qu'il a été banni, elle a continué à en prendre et dit ne pas avoir vu le mail de l'Agence mondiale antidopage. Résultat, une suspension de 15 mois et une énorme vague de critiques, parce que cette affaire, elle va au-delà de la simple négligence. Elle pose la question des substances légales hier et interdites aujourd'hui. Et encore une fois, ça concerne une grande figure du tennis, qui elle, est tombée. Maintenant, on s'attaque à notre numéro 1 mondial, Yannick Sinner. Petit rappel des faits. Sinner a été contrôlé positif au Clostebol, un stéroïde anabolisant interdit. Sinner clame son innocence et l'enquête révèle une piste plausible. Son kiné aurait utilisé un spray cicatrisant contenant du Clostebol pour soigner une plaie et ensuite, sans se laver les mains et sans gants, il aurait massé Sinner et la substance aurait été transférée sur la peau de Sinner, pénétrant ainsi dans son organisme. Une version appuyée par des preuves médicales et des témoignages. Toutefois, selon le code antidopage, un athlète est responsable des substances présentes dans son corps, même en cas de négligence de son entourage. Après des batailles juridiques, Sinner est d'abord blanchi, mais l'Agence mondiale antidopage fait appel de cette décision. Et après des mois de négociations, oui j'ai bien dit négociations, entre Sinner et l'Agence mondiale antidopage, ils se mettent d'accord sur une suspension de 3 mois. Une sanction extrêmement clémente comparée aux 1 à 2 ans initialement envisagés. Donc toutes ces affaires de dopage viennent un peu casser le mythe des légendes à la trajectoire linéaire et parfaite, et elles illustrent très bien une autre facette du tennis. Une pression psychologique extrême. Dans un environnement aussi exigeant, certains craquent en faisant moins attention, et d'autres cherchent des échappatoires. Donc là encore, l'image lisse du tennis s'effrite. Et si le plus inquiétant, c'était pas les colères ou les dopages isolés, mais l'idée que des réseaux organisés aient pu infiltrer le tennis? Et bah c'est exactement ce qui s'est passé avec l'affaire Bracchiali-Starace. Dans les années 2000, Bracchiali et Starace sont deux joueurs italiens qui font leur bout de chemin, tous deux dans le top 50. Mais derrière ces deux carrières discrètes se cache un côté beaucoup plus sombre, celle du trucage de match. L'affaire débute en 2015 lorsque des écoutes téléphoniques accablantes sortent dans la presse italienne. On y découvre des échanges explicites entre Bracchiali, Starace et des bookmakers mafieux, dans lesquels il est question de sommes d'argent et de matchs à truquer. Bracchiali aurait offert ses services pour influencer le cours d'un match en échange de plusieurs milliers d'euros. Et Starace est suspecté d'avoir intentionnellement perdu une finale à Kitzbühel en 2011 en échange de 40 000 euros. Après avoir été bannis à vie, les deux joueurs qui ont fait appel ont pu revenir brièvement sur le circuit, faute de preuves jugées recevables selon le droit national. Mais derrière cette histoire, on découvre un phénomène bien plus vaste, où de nombreux matchs du circuit secondaire, donc les tournois futurs et Challenger, seraient concernés. On a très clairement l'infiltration d'une mafia dans le tennis professionnel. Alors pourquoi le tennis attire-t-il autant ces réseaux? Parce que c'est un sport individuel, donc plus facile à manipuler, parce que ces petits tournois sont très peu médiatisés, donc peu surveillés, mais surtout parce que la faiblesse des prize money dans ces tournois en rend plus d'un vulnérable, voire corruptible. Le Tennis Integrity Unit, organe de lutte contre la corruption dans le tennis, admet lui-même que le tennis est l'un des sports les plus vulnérables aux matchs truqués, parce que les écarts de gains sont énormes entre le top 100 et les autres, et que truquer un match ou même un set peut rapporter gros sans éveiller les soupçons. Ces arrangements révèlent un circuit déséquilibré, où la tentation peut venir très vite, surtout quand les fins de mois sont difficiles. Vous l'avez compris, le tennis, ce sport noble d'apparence, est peut-être bien plus fragile qu'il n'y paraît.
Enfin, il faut parler du coaching, parce que très longtemps interdit en match, certains n'ont pas hésité à jouer avec ses limites, parce qu'il a toujours été une zone grise et un point de discorde. Beaucoup de joueurs et de joueuses ont joué avec le coaching, en ont profité et ont bénéficié de conseils de leur coach. Rafa avec Tony Nadal, exemple classique. Tsitsipas avec Papa, pareil. Bref, on pourra en citer plein. Évidemment, Patrick Mouratoglou, coach de Serena Williams, qui admet devant les caméras avoir coaché pendant la fameuse finale à l'US Open en 2018. Et à l'époque, Patrick Mouratoglou, qui est pour le coaching, a dit « Tout le monde le fait, je ne devrais pas être sanctionné plus que les autres ». Et cette phrase résume tout. Le système tolérait une règle qu'il n'appliquait pas vraiment, parce que c'était à l'arbitre de faire la police et de surveiller le clan des joueurs, et de donner un avertissement aux joueurs. Donc il y avait une vraie forme d'injustice. Je dis « y avait » parce que depuis, les choses ont changé. Maintenant, le coaching est autorisé. Et c'est vers ce débat que je vais vous amener. Pour vous, est-ce que le coaching autorisé est une bonne chose? Le tennis, qui est peut-être le sport individuel le plus populaire, avec une histoire très riche, on a l'image du joueur qui est seul et qui doit trouver des solutions. Et bah maintenant, le joueur, il est plus du tout seul, il peut se faire aider. Personnellement, je suis pas pour. On enlève une dimension importante au tennis, qui était de s'en sortir tout seul. Le seul inconvénient d'interdire le coaching, c'est effectivement ce souci d'injustice, d'inéquité entre un joueur qui se fait coacher sans se faire prendre et de l'autre qui prend un avertissement. Donc toutes ces affaires de triche, de dopage, de manipulation, ne sont pas juste des accidents de parcours. Elles révèlent un malaise plus profond, une tension entre l'idéal que le tennis veut incarner et la réalité d'un sport soumis à la pression, à la tentation et à l'argent. C'est sans doute le moment le plus glaçant dans l'histoire du tennis. On est le 30 avril 1993 à Hambourg. Monica Seles, numéro 1 mondiale à seulement 19 ans, dispute un quart de finale face à Magdalena Maleva. Tout semble normal. Seles mène 6-3-4-3 jusqu'à ce changement de côté, où un homme surgit depuis les tribunes, s'approche calmement de la chaise de Seles et la poignarde en plein dos. Le coup est violent. Monica s'effondre, le public est sous le choc. L'agresseur est rapidement maîtrisé par des spectateurs. Il s'appelle Günther Parke. Un Allemand déséquilibré et un fan obsessionnel de Steffi Graf. Pourquoi a-t-il fait ça? Bah tout simplement pour écarter Monica Seles des cours pour que Steffi Graf redevienne numéro 1 mondiale. Oui, il y a bien des fous dans le monde. Et le plus fou dans tout ça, c'est que Parke ne fera même pas de prison. Il est déclaré psychologiquement instable, et lors de son procès, il a déclaré que son monde s'est effondré quand Graf s'est fait prendre la place de numéro 1 mondiale par Seles, que c'était comme un tremblement de terre et qu'il n'a plus eu la force d'aller travailler. Donc ce fou a simplement été placé sous surveillance psychiatrique. Un verdict qui scandalise une bonne partie du monde sportif. Et surtout Monica Seles elle-même, qui a mis 2 ans à s'en remettre mentalement comme physiquement. Elle ne sera plus jamais la même. Cette agression lui a brisé bien plus que le dos. Elle lui a volé sa confiance, sa domination, sa carrière. Avant ce drame, elle avait déjà remporté 8 grands chelems à seulement 19 ans. Elle était partie pour marquer l'histoire comme personne. Et après son retour, elle n'en gagnera plus qu'un. Ce qui est déjà un exploit en soi. L'affaire Seles a changé le tennis féminin à jamais. Elle a aussi mis en lumière l'extrême vulnérabilité des athlètes parfois mal protégés. Elle a aussi révélé les tensions entre fédérations, parce que Monica Seles, d'origine yougoslave, avait choisi de jouer sous les couleurs américaines. Et certains ont soupçonné que cette décision avait refroidi la justice allemande au moment du procès. Et puis autre grande question, sans cette agression, Monica Seles aurait-elle été la plus grande de tous les temps? Aurait-elle empêché Steffi Graf de battre tous les records? Tout ça, on le saura jamais. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un acte de violence isolé, commis au nom du fanatisme, a bouleversé le sport à jamais. Deuxième épisode, moins tragique, mais tout aussi révélateur d'un manque de sécurité. Finale de Roland-Garros 2009. C'est un moment historique. Après 3 finales perdues contre Nadal, Roger Federer a l'opportunité de gagner Roland-Garros. Il affronte le Suédois Robin Söderling, l'homme qui a fait tomber Nadal quelques jours plus tôt. L'ambiance est électrique. Federer domine le match. Quand soudain, au milieu du deuxième set, surgit un individu vêtu d'un maillot de foot qui agite un drapeau, qui escalade les tribunes et qui court vers Federer en plein jeu. Il saute sur le court, parvient à s'approcher de Roger avant d'être évacué par la sécurité. C'est un choc. Parce que même s'il s'est rien passé, même si on est à des années-lumière du cas Seles, on est en grand chelem, en finale de Roland-Garros, avec le plus grand joueur de tennis sur le court. Et on montre au monde entier qu'on n'arrive pas à assurer la sécurité de ces joueurs-là, dans le plus grand événement tennis. Alors certes, le tennis c'est aussi un sport convivial où les spectateurs ont la chance d'être proches des joueurs, mais ce manque de sécurité aurait pu mener à un autre drame. Federer est visiblement choqué, figé, on le sent assez tendu après cet incident, et c'est normal. Après le match, il dira qu'il a eu très peur et qu'il savait pas ce que voulait faire cet homme. Au final, l'agresseur, un certain Jimmy Jump, est un récidiviste connu pour ses intrusions dans plusieurs événements sportifs,
Mais qu'importe son intention, ce qu'il a fait ce jour-là a rappelé au monde du tennis qu'on n'est pas à l'abri d'un drame, même dans ses moments les plus prestigieux. Donc ces moments-là sont pas juste des faits divers, ils laissent une trace indélébile. Ils changent la manière dont les joueurs abordent leur métier. Et malheureusement, ils brisent parfois des carrières, des rêves, voire des vies. Et ils montrent aussi que le tennis, sous son apparente élégance, est un sport qui a ses zones de danger, ses failles et ses traumatismes. Maintenant, on quitte les coups de sang, les violences, les affaires de triche, les scandales, les drames, et on s'intéresse aux conséquences directes de toutes ces failles, qui ont fait du tennis un sport qui a dû se remettre en question, pour les meilleurs et pour le pire. Aujourd'hui, dans la plupart des tournois, on a tous ce réflexe. Un point litigieux, une balle douteuse, un petit geste du doigt, et bim, l'œil électronique entre en scène. Le Wokai, cette technologie qui permet de savoir précisément où la balle a rebondi. C'est devenu une tradition du tennis moderne. Mais à la base, c'est une répétition permanente de scandales qui a rendu cette innovation indispensable. Pendant des décennies, les décisions des arbitres faisaient loi. Et même quand elles étaient manifestement erronées, les joueurs n'avaient aucun recours. Et forcément, ça a généré des tensions monumentales. On l'a vu avec McEnroe, avec Nastase ou encore Connors, etc. Et peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lors de cette demi-finale à l'US Open en 2004, entre Serena Williams et Capriati, où Serena est victime de plusieurs erreurs d'arbitrage criantes. Oui, comme ce revers par exemple, largement dans le court, qui a été annoncé faute. Mais l'arbitre a le dernier mot. Et lorsque l'arbitre est mauvais, le jeu est complètement faussé. Cette accumulation des polémiques a poussé les instances à intégrer progressivement la technologie, jusqu'à ce que le Wokai devienne une norme au moins sur les grands tournois. Le Wokai est donc né de ces scandales, et il a révélé à quel point le tennis avait besoin de transparence et de modernité pour sortir de ses réflexes un peu rigides et parfois injustes. Autre sujet brûlant, le prize money. Autrement dit, le salaire des joueurs et des joueuses de tennis. Sur le papier, le tennis est un sport parfaitement méritocratique. Tu gagnes, tu progresses, tu perds, tu redescends. Mais dans les faits, la réalité est bien plus brutale. Seuls les tout meilleurs peuvent vraiment vivre de leur sport. On parle du top 100 ou 150 maximum. Les autres, ils rament. Ils perdent de l'argent chaque semaine, chaque mois, chaque année, et souvent dans l'indifférence générale. Le constat est simple, comme on le disait, l'écart de gain entre les tout meilleurs et le reste est délirant. En Grand Chelem, le vainqueur repart généralement avec 2,5 à 3 millions de dollars, alors qu'un joueur éliminé au premier tour touche à peu près 60 000 dollars. Ok, c'est déjà beaucoup, mais quand on regarde au-delà des grands chelems, les revenus s'effondrent. Sur le circuit Challenger ou ITF, les joueurs gagnent parfois moins que le SMIC. Et quand on déduit les frais de voyage, de coach, de matériel, il n'y a plus rien. Pourtant, on parle de professionnels qui jouent extrêmement bien. Sauf que ces écarts de gains mènent à des fléaux très graves, comme les matchs truqués dont on a parlé. Quand t'es 400e mondial, que tu gagnes pas ta vie et que tu perds de l'argent chaque mois, et que t'es approché pour faire exprès de perdre un match, et prendre 5 000, 10 000 ou plus, c'est très dur de refuser. Donc derrière son image lisse, le tennis cache des faiblesses qui trahissent son identité et ses valeurs de classe, d'élégance et de fair play. Et tout ça, c'est qu'une partie, parce que le tennis traîne bien d'autres problèmes, comme le fait que beaucoup de tournois utilisent leurs propres balles. Résultat, les joueurs doivent sans arrêt s'adapter à des sensations différentes, ce qui est une aberration pour les organismes. Beaucoup se plaignent de douleurs aux bras, aux coudes, aux poignets, mais la plupart du temps, les tournois font la sourde oreille, parce que chacun défend ses partenariats commerciaux avec les marques de balles, ce qui est normal, mais c'est les joueurs qui subissent les conséquences. On peut parler des calendriers complètement surchargés, avec plus de 11 mois de compétition, des déplacements constants et très peu de repos. Résultat, les blessures se multiplient et la pression mentale explose. On peut parler du manque flagrant d'union entre les instances, ATP, WTA, ITF, les tournois du Grand Chelem, qui s'entendent rarement, ce qui mène à des décisions lentes et à des réformes laborieuses. Tout ça pour dire que le tennis a aussi un côté sombre qu'il ne faut surtout pas négliger. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces sujets, de ce qui vous choque le plus, et moi je vous laisse avec ce format exceptionnel où on revient sur la totalité de l'histoire du tennis. Ciao!